Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, on va malheureusement devoir se repencher sur la santé des joueurs puisque le rugby a tué à nouveau. Puis puisque le spectacle continue, on passera au jeu, à celui du Racing précisément, qui semble taillé pour aller chercher son étoile en Champions Cup. Puis on restera dans les étoiles pour finir avec les stars du top 14, celles qui sont là, celles qui vont arriver après la Coupe du Monde. On va se demander si c'est bon pour le top 14. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Maxime Rollin. Salut Maxime. Bonjour Christelle. Romain Bergogne. Salut Romain. Salut Christelle. Et Alexandre Bardot. Salut Alex. Salut. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti. Flexion liée jeu. Dimanche dernier, Nicolas Chauvin, le 3e ligne des espoirs du Stade français, disputait le 7e match de sa saison à Bègle-Bordeaux. C'était sa première titularisation. Il en a joué 7 minutes. Il a marqué un essai, il s'est replacé. Le jeu a repris, il a reçu le ballon. Il s'est baissé un peu pour subir le plaquage des 2 défenseurs qui arrivaient en face de lui. Ils ont plaqué. Et il ne s'est pas relevé. Le communiqué annonçant sa mort fait état d'un traumatisme cervical qui a occasionné un arrêt cardiaque et une anoxie cérébrale, une privation d'oxygène pour le cerveau. Nicolas Chauvin avait 18 ans. Louis Fajfroski en aurait eu 22 le 6 décembre. Il est mort lui aussi, des suites d'un plaquage lui aussi. Alors, il y a évidemment eu des tonnes de réactions attristées. La Fédération française aussi a demandé à World Rugby, je cite, la tenue immédiate d'une réunion exceptionnelle dédiée à la sécurité. Mais je me demande quand même si là-bas on se rend bien compte de ce qu'on dit. Brett Gosper, le DG de World Rugby, a expliqué, je cite encore, « Le rugby n'a jamais été aussi sécure, il était plus dangereux avant que maintenant. Je pense qu'il y a des risques de prendre des coups dans un sport comme le rugby, mais ça sociabilise, ça donne des leçons sur la vie, ça développe le caractère des joueurs. Les retombées sont bien au-delà des risques qui sont pris. » Donc je me demande un petit peu si on est sérieux, si on peut encore tenir ce genre de propos quand 2 mômes sont morts en 4 mois. Alex ? Moi, j'ai lu et puis j'ai regardé l'émission avec Brett Gosper. C'est vrai que dire ça le lendemain ou le surlendemain de l'annonce du décès, c'est limite, quoi. C'est pas très. Je crois qu'ils s'en sont rendus compte à World Rugby d'ailleurs, puisque le lendemain ils ont répondu à différentes interviews, dont à l'équipe. Donc je pense que l'idée a été quand même d'essayer de corriger un peu le tir. Après, ce que je peux comprendre qu'ils cherchent aussi à défendre un sport qui, c'est vrai, porte encore des valeurs intéressantes, éducatives, fortes. Et voilà, il est quelque part dans le rôle de protection d'un sport et qui reste quelque chose qui reste un sport porteur. Mais par contre, il faut que vite, tout le monde réfléchisse à comment éviter que de nouveaux cas comme celui de Louis Fajfroski ou de ce jeune joueur du Stade français se renouvellent. Mais au-delà même de ces 2 joueurs-là, le rugby est dans une situation sanitaire préoccupante, même si Brett Gosper dit qu'il est plus sécure. Il ne faut pas oublier que cette saison, en 2018, il y avait déjà eu un jeune joueur de Auvergnat de 17 ans mort sur un terrain, qui a eu Warburton, capitaine du Pays de Galles, 28 ans, qui arrête sa carrière, qui a eu Rob Horn qui perd un bras sur un plaquage, enfin qui perd l'usage d'un bras sur un plaquage, que récemment l'ancien joueur de Brive, Oman, a arrêté à cause des commotions. En fait, ces 3 morts arrivent dans un contexte général préoccupant. Et tout ça cet ensemble oblige à vite réagir et à vite trouver des solutions. Surtout qu'on parle de jeunes joueurs, en fait. Ces 3 cas-là de décès concernent des jeunes qui ont 20 ans ou moins. Et c'est d'autant plus préoccupant que
on passe un message qui est dramatique aux parents. Enfin, on le voit dans les réactions qu'il y a eu après la mort de Nicolas Chauvin, de parents qui disent mon gamin, il a 18 ans, il joue à un bon niveau. Est-ce que je vais le continuer à le laisser jouer, quoi? C'est-à-dire que le rugby se construit une image de sport qui tue, si on exagère. On n'exagère plus, là. Et en ce moment, non, on n'exagère pas, mais du coup, cette image-là, pour le rugby, est dramatique, quoi. Et il est clair que entendre Brett Gosper relativiser, entre guillemets, cet accident-là, venant d'un dirigeant du rugby mondial, est forcément inquiétant, même si évidemment ils ont repris leurs propos derrière, mais ça symbolise un peu peut-être le manque de prise de conscience qu'il y a sur la dangerosité du rugby et de certains contacts aujourd'hui. Parce qu'on a quand même Guirado dans l'équipe qui dit qu'il prie avant les matchs, quoi. Ouais. Mais même Kevin Gourdon, en début de saison, disait, voilà, aujourd'hui, on sait que le rugby tue, et donc voilà, il faut une prise de conscience, et après, bon, le débat va être long et parfois compliqué sur faut-il changer les règles du rugby, faut-il revoir en profondeur la formation des joueurs. Enfin, il y a plein de questions qui se posent autour de ces... Ce qui est incroyable, c'est que Alex, avec Renaud Borel, vous aviez fait un explore qui s'appelait Rugby, jeu de massacre, point d'interrogation. Je crois que c'était en 2015. Ouais, quelque chose comme ça, 2014 ou 2015. Ouais. Rien n'a bougé. On parlait plus des commotions. Ouais. Pas que, hein. On parlait de beaucoup de choses. Il y avait les commotions dedans, mais il y avait aussi des traumatismes aux épaules, aux articulations, aux os. On disait déjà que le rugby ressemblait à des chocs, des accidents de la route, en fait. Voilà. Les chocs en rugby ressemblaient à des accidents de la route. C'est pour ça que j'entends et je lis que les 3 cas, notamment les 2 derniers en France, les 3 cas de mort récentes, sont dus à la fatalité. Moi, je ne crois pas du tout à la fatalité. Je crois que c'est une continuation, une suite logique. Ça fait des années qu'on dit un jour il y aura un mort. Alors, c'était une phrase facile à dire, et puis c'était une phrase gratuite. Mais bon, si on avait fait ce sujet-là à l'époque avec Renaud, si on y avait passé autant de temps, c'est parce que, en tout cas, moi personnellement, je croyais que c'était possible. Que j'en parlais avec des joueurs qui disaient je plains les gamins qui commencent leur carrière parce que ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà, on est arrivé en quelque part au bout d'un fonctionnement, au bout d'un cycle, au bout d'un système. En tout cas, c'est ma conviction, et je crois qu'il faut vite agir, réagir, parce qu'effectivement, c'est le présent du rugby, qui est la santé des joueurs actuels qui est remise en cause, mais c'est aussi à moyen terme, au moins en France, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais au moins en France, c'est l'avenir de ce sport, puisque aujourd'hui, comme le disait Romain, je pense qu'il y a des gens qui ont leurs enfants dans les écoles de rugby ou dans des catégories de jeunes qui ne voudront pas que leurs enfants continuent, ou qui ne voudront pas inscrire un enfant à l'avenir parce que voilà, aujourd'hui il y a une mauvaise image. On en entend tous des copains qui ont joué au rugby, qui ont adoré ce sport et qui veulent plus mettre leur enfant au rugby ou qui veulent pas le pousser à se mettre à ce sport. Toi, Max, tu as beaucoup travaillé sur la mort de Nicolas Chauvin. Là, Après, par rapport à la fatalité que disait Alex, là, il y a eu 3 morts en très peu de temps, mais des morts, je pense, dans le rugby, il y en a eu avant. Un de nos collègues citait un certain Maurice qui était mort sur un terrain de rugby, lui, devant des spectateurs lors d'un match à La Rochelle. Donc ça veut dire que le rugby avait déjà tué avant, et c'est pas pour autant... Ce qu'on ne sait pas, c'est... Parce qu'à l'époque, on a eu cette longue discussion ce matin, pour rien cacher à ceux qui nous écoutent, lors d'une réunion. On sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les 3 joueurs qui sont décédés cette année sont décédés clairement à cause d'une phase de jeu. À cause d'une phase de jeu, d'un plaquage. Mais comme tu disais, l'histoire de la fatalité, c'est vrai qu'il serait peut-être mieux retombé, il serait peut-être pas mort, et c'est cette part-là qu'on sait pas. Oui, mais... Des plaquages, il y en a beaucoup. L'autre fois, je prenais un parallèle et je disais, dans ces cas-là, il faut mieux prendre l'avion plutôt que la voiture, parce que l'avion tue moins que la voiture. Mais on peut pas aller jusque-là en rugby. Donc après, on va être radicaux, on va dire on arrête les plaquages. Mais ou si on fait les plaquages au niveau du bassin, en retombant,
peut-être que la tête tombera mal et fatalement qu'il y aura un là, autre... ce qui est quand même mon accusation, c'est la violence des plaquages. C'est pas la chute quand même. La violence, c'est la violence et la hauteur surtout, voilà. Donc il faut peut-être trouver le juste milieu, comme ça a été le cas avec les mêlées qui faisaient très très peur à un moment, puisque les dernières grosses blessures, si je peux appeler ça blessures dans le rugby, c'était notamment au moment des entrées en mêlée et des fractures là aussi au niveau des cervicales, mais qui n'avaient pas tué, qui rendaient tétraplégique. Et le dernier en date était Alexandre Barozzi. Et depuis, il y a eu une adaptation. Il y a eu une adaptation de la règle qui a permis qu'aujourd'hui les entrées en mêlée. Alors il y a peut-être quelques blessures, mais voilà, il y a de moins en moins de blessures et de graves blessures. Et voilà, donc est-ce que avec les plaquages, il faut pas trouver ce juste milieu pour peut-être pas non plus aussi dénaturer ce sport. J'en parlais avec un papa d'un jeune cadet du Stade Français. Il me disait qu'il discutait avec d'autres parents de l'équipe de son fils et que certains étaient très radicaux parce qu'ils étaient aussi dans l'émotion. Ouais. Et c'est parce qu'en ce moment, on est peut-être dans l'émotion. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que ça retombe un petit peu pour pas être trop radical dans ce qu'on veut mettre en place. Parce qu'à un moment, si le plaquage, et notamment les plaquages hauts, tuent, ça, c'est une certitude, on en a 2 cas. Mais si on dénature trop ce sport... je pense que c'est pas non plus la solution et c'est pas ce que les gens veulent. Après, les premières lignes avaient tendance à dire que si on pouvait plus rentrer comme des tacaros en mêlée, le rugby n'existait plus. Oui, mais la phase de mêlée existe un peu quand même encore. On n'est pas non plus... Tu ne prends plus 100 mètres d'élan comme tu pouvais le faire et qu'ils adoraient ça. Dans une mêlée qui est pas du tout disputée. On arrive encore à gagner des pénalités sur mêlée. Mais il n'est pas question d'interdire les plaquages. Quand on entend certaines réactions, certains disent il faut tout arrêter. C'est pour ça que j'espère que ça va pas en arriver jusque-là et j'y crois pas une seule seconde. Mais je pense que le débat aujourd'hui, il est plus sur à quelle hauteur on autorise le plaquage. Il y a ceux qui pensent qu'il faut baisser la ligne un peu, ceux qui pensent qu'il faut la baisser radicalement autour de la ceinture. Mais c'est un débat qui mérite. Un plaquage violent au niveau des cuisses. Et que la personne tombe fort en arrière, il y en aura et ça peut tuer. Moi, c'est juste ça que je veux dire. Et que... c'est sûr que là, c'est un plaquage haut. Il y a, moi, personnellement, j'ai même pas vu les images parce que c'était un match qui n'était pas diffusé et très peu de gens ont vu les images. Mais je pense que même... en plaquant aux jambes un plaquage violent et que la tête retombe mal, ça pourra engendrer un décès. Et dans ces cas-là, si dans 1 an, on interdit les plaquages au-dessus de la ceinture et qu'il y a un mort parce qu'il y en a un qui a pris un plaquage violent et que sa tête est tombée et qu'il aura eu une fracture des cervicales comme le pauvre Nicolas Chauvin, qu'est-ce qu'on dira ? En fait, c'est ça, moi, que je pense que de toute façon, on n'éradiquera jamais tous les risques. C'est impossible. Après, il y a... plus quasiment 100 ans, on a interdit la manchette en rugby parce qu'il y avait eu un mort sur un terrain. Et je pense que ça n'a pas dénaturé ce sport. Il y a toujours des gens qui trouveront que... en fait, c'est comme quelque part, la pratique crée une culture en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, pour les joueurs, c'est de plaquer haut. C'est normal de plaquer haut, on leur apprend ça, c'est efficace. Et il y a même un côté presque, je pense, pour certains, jouissif, parce que c'est mettre un impact fort dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ça fait exploser le plaqué plutôt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on constate que c'est dangereux. Donc, on le constate à travers ces exemples de plaquage, mais on le constate d'essais, mais on le constate aussi à travers les statistiques de World Rugby. Il y a un monsieur qui s'appelle Ross Tucker qui a fait une longue étude sur des cas de plaquage, et il a montré que la plupart des commotions venaient de plaquage dans la partie haute. Et c'est pour ça que World Rugby est en train d'expérimenter de baisser la ligne de plaquage. Donc, je pense que tous ces éléments-là, les éléments statistiques et les éléments malheureusement dramatiques, doivent amener à une vraie réflexion et en se disant que le rugby, de toute façon, restera le rugby. On a supprimé la manchette, on a interdit la manchette,
le rugby est resté le rugby. À une époque, on m'a raconté ça cette semaine, des anciens disaient Michel Creus, grand troisième ligne, un des plus grands troisième lignes de l'histoire de l'équipe de France, sa spécialité c'était de faire des cravates. C'était interdit, mais les arbitres laissaient faire. À un moment, les arbitres ont été beaucoup plus stricts. Peut-être qu'à l'époque, il y a des mecs qui ont dit « Mais attendez, on ne peut plus rien faire sur un terrain de rugby, on ne peut même plus faire une cravate. » 30 ans après, dès qu'il y a une cravate, tout un stade râle. Et les joueurs eux-mêmes ont intégré que la cravate n'était pas possible et qu'ils sont les premiers à râler. Donc en fait, il faut entamer, je crois, un travail de réhabituation, en quelque sorte. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu n'empêcheras pas le risque fatalité. Non, en fait. Mais quelque part, on a supprimé la cravate, on a supprimé le plaquage cathédral, on a supprimé la manchette. Ça n'a pas empêché le cas Ezeala Vakatawa l'an dernier. Et ça n'a pas empêché ces décès-là. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'était des mauvaises règles ? Est-ce que c'était des règles inutiles ? Je ne pense pas. Puis la fatalité, quand on a 3 en 5 mois, ça commence à plus être de la fatalité, la loi des séries. Malheureusement, moi je pense à la loi des séries. Quand il y a un avion qui se crache, malheureusement, dans les 6 mois qui se passent, il y en a 2 ou 3 de suite. Donc, Mais moi je pourrais croire à la fatalité si ces 3 morts arrivaient dans un contexte où on ne se pose pas la question de la santé. Aujourd'hui, on se pose la question. Il y a de plus en plus d'éléments qui montrent qu'il y a des blessures inquiétantes, etc. On peut aussi aller plus loin. Là, est-ce qu'on est bien préparé ? Est-ce que certains joueurs sont bien préparés ? Là, c'est un petit peu aussi délicat puisque c'est un match d'espoir. Il faut savoir qu'en espoir, il peut y avoir 4 ans d'écart entre les joueurs. Donc, vous pouvez avoir un joueur de 18 ans qui joue face à un joueur de 22 ans et voir pourquoi pas plus puisque certains pros qui reviennent de blessures ont le droit des fois de jouer en espoir. Donc si vous mettez un espoir qui fait 80 kilos, qui a 18 ans, il va se retrouver peut-être face à un Bastaro qui en fait 120 et qui est préparé au niveau depuis 10 ans, c'est sûr que ça peut faire mal. Le cas de Nicolas Chauvin clairement pose cette question-là. Mais le cas de Fashfrosky ne pose pas cette question-là, et les cas moins graves, mais de joueurs qui ont dû arrêter leur carrière à cause de blessures graves alors qu'ils avaient 10 ans de carrière et pour certains un CV long comme le bras, ça voilà, c'est vraiment c'est des cas différents de celui de Nicolas Chauvin. Je pense que le rugby est devenu dangereux, il faut qu'on l'admette. Alors après, chaque cas est particulier. Allez, on a encore une pensée pour Nicolas et les siens, une pensée pour Louis et les siens, et même si le jeu paraît en ce moment bien anecdotique, on va y revenir. On va parler du Racing. Le Racing qui ébouriffe en Champions Cup. Cette semaine, c'est les Tigres de Leicester qui en ont fait les frais, battus 34-11 à Welford Road. 3e bonus offensif dans la musette pour des Racingmen intenables, tellement intenables que l'entraîneur de Leicester, Jordan Murphy, les voit carrément aller au bout et décrocher leur première étoile. C'est ton avis aussi, Alex, elle leur va bien au teint, cette Coupe d'Europe aux Racingmen ? En fait, oui. Un peu mieux que le top 14, même s'ils sont bien classés en top 14. En tout cas, on voit le Racing faire des choses en Coupe d'Europe qu'il n'arrive pas à produire en top 14, y compris à domicile, y compris sur son terrain. On a consacré un dossier la semaine dernière à ce sujet-là, où Travers donnait plusieurs raisons, mais notamment il évoquait pas mal l'arbitrage, le fait qu'on laisse davantage la possibilité aux porteurs du ballon de garder le ballon au sol un peu plus longtemps, ce qui permet au soutien d'arriver, mais ce qui permet aussi du coup aux joueurs porteurs du ballon et globalement à l'équipe de se dire je peux peut-être faire 2 passes de plus vers l'extérieur, parce que de toute façon si le porteur du ballon est plaqué, il aura le temps d'attendre un soutien. Enfin voilà. Le Racing en tout cas clairement est un peu plus aujourd'hui un peu plus fait pour la Coupe d'Europe que pour le top 14. Et aujourd'hui, c'est, je crois, la 2e meilleure équipe de la Coupe d'Europe au nombre d'essais, de points marqués. Ils font partie des 3 équipes invaincues avec les Saracens et Toulouse. C'est encore long, ils ne sont même pas encore qualifiés pour les quarts de finale. Mais si on songe que l'an dernier, c'était en finale de la Coupe d'Europe avec un jeu un peu moins léché, on peut se dire qu'effectivement, c'est un vrai candidat à la victoire finale. Ouais, puis ils sont renforcés avec des joueurs qui sont un peu faits entre guillemets dans cette compétition-là. Un Zibo, un Russell, c'est des joueurs qui dans cette compétition-là se régalent clairement. Et puis on voit que c'est un peu comme tous les clubs français par rapport à la Coupe d'Europe. Soit il y a une culture Coupe d'Europe qui se met en place, soit elle se met pas en place. Et on voit que le Racing l'a mise en place clairement. 2 finales, 2016, 2018. Il a manqué à chaque fois
le petit truc pour aller chercher le titre, mais on voit que c'est un club qui s'y plaît en Coupe d'Europe, et c'est assez paradoxal parce qu'en top 14, on voit les mêmes joueurs, mais pas la même façon de jouer. On voit beaucoup plus d'inconstance, d'irrégularité, même justement sous leur toit à la U Arena, qui normalement favorise des bonnes conditions de jeu. Il y a déjà Clermont et Lyon qui sont venus y gagner, donc ça veut peut-être aussi dire que la Coupe d'Europe est peut-être inconsciemment dans la tête des joueurs une priorité, et que dès qu'arrive la Coupe d'Europe, l'implication et la concentration sont à 100%, mais c'est vrai que clairement en termes de jeu, ils ont les joueurs et l'expérience pour faire partie des favoris. Bon, après il faudra voir en phase finale contre le Leinster, contre les Saracens, enfin contre les plus grosses écuries européennes, mais clairement ils font partie des favoris maintenant. Je pense que c'est pas inconscient, c'est la priorité, c'est la Coupe d'Europe. Je pense que ça a été même dit très clairement par le staff, puisque je me souviens qu'après le match perdu face à Lyon en championnat, je crois que derrière c'était la Coupe d'Europe, et l'Habit disait que voilà, par rapport à la Coupe d'Europe, ils avaient programmer des choses que les joueurs n'avaient pas respectées, et que du coup c'était un petit peu ça qui lui faisait peur. Et donc pour eux, clairement, priorité numéro 1, Coupe d'Europe, ils veulent la gagner, 2 fois qu'ils vont en finale, 2 fois qu'ils perdent, et le top 14, ils se doutent qu'ils seront dans les 6. Après, eux qui terminent premier ou 6e, oui, c'est peu importe. Après, c'est les phases finales, c'est un autre truc qui démarre. Ils sont dans cet état d'esprit-là. Après, favori de la Coupe d'Europe, faudrait pas qu'ils nous fassent une Clermont, quoi. Qu'ils attendent 10 finales pour en gagner une. T'es bien placé pour savoir ça. Je vois pas de quoi tu parles. Je préfère quand c'est Romain qui parle. Donc voilà, favori. Après, attention, comme le disait Romain, il faudra voir en phase finale contre des équipes comme le Leinster, qui sont eux habitués et qui ont déjà plusieurs titres, comme les programmés pour ça, comme les Saracens, qui sont quand même très très costauds. Et on parle pas de Toulouse, qui, il faut quand même l'admettre, était dans la poule de la mort, et qui va sûrement sortir de la poule de la mort. Donc attention. Il y avait qui dans cette poule? Je l'ai pas là sur moi. Il y a le Leinster, il y a les Wasps, Bass et les Wasps. Donc c'est quand même du très très lourd. 4 anciens champions d'Europe. Le champion d'Europe en titre, plus 3 anciens champions d'Europe. 3 anciens champions d'Europe, c'est quand même des équipes très costauds. Et Toulouse fait un quasi sans faute. Ils vont se qualifier dans cette poule, alors que vu la saison d'avant, on les voyait pas forcément se qualifier. Et donc Toulouse peut aussi prendre ce statut de favori. C'est pareil, c'est une compétition qui peut bien leur aller, parce que ça joue beaucoup à Toulouse. Après, bien sûr, il faudra voir par rapport à l'effectif, au top 14, aux sélections, aux blessés, etc. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est comme le Racing, s'ils perdent 3 joueurs pendant le tournoi, ce sera peut-être compliqué d'aller décrocher un titre. Mais il faut quand même une profondeur de banc, comme on dit, un gros effectif, non, pour jouer les 2 tableaux. Ils l'ont. Et je pense qu'aujourd'hui, le Racing là, un poil plus que Toulouse. Exemple, si jamais le Racing perd Russell, il va bientôt rentrer Lambi. S'il perd Machno, s'il perd Iribarren, il a Machno qui rentre. Vraiment, il y a du monde. C'est un effectif assez pléthorique. Toulouse aujourd'hui, derrière notamment, si Holmes se blesse, il y a déjà pas mal de blessés. On voit qu'ils tournent beaucoup sur les mêmes joueurs. Alors ils arrivent à s'adapter pour l'instant. Ils ont des polyvalents, mais ils ont un effectif un peu moins large. Après, ils ont déjà pris une bonne marge en top 14 aussi, qui va peut-être leur permettre de souffler de temps en temps. Donc, une marge, oui et non, parce que de mémoire, ils ont quand même perdu déjà 2 fois à domicile, et je crois qu'ils ont gagné 3 fois à l'extérieur. Donc la marge est quand même un peu petite. C'est sûr que tu peux pas de façon. C'est difficile aujourd'hui d'être sur les 2 tableaux pour n'importe quelle équipe. Et en fait, l'hiver, le début du printemps vont donner beaucoup de réponses concernant notamment le Stade Toulousain. Le Racing me semble plus à l'abri aujourd'hui d'une. Puis après, le Racing a une vraie habitude maintenant de cette compétition, finalement. Ouais. Aussi, de la gestion, des fins de saison avec le top 14. Ils savent vraiment ce qu'il faut faire. Tout est planifié. Ok.
On a fait le tour du Racing. On va passer au dernier sujet. Mourad Boudjelal a annoncé l'arrivée la saison prochaine au RCT de deux stars du rugby mondial, le deuxième ligne sud-africain Ben Etzebeth et le trois quarts néo-zélandais champion du monde né Milner Skudder. Ouais, j'ai un petit problème de prononciation quand même peut-être. Non. Quant à Kieran Reid, le troisième ligne All Black, double champion du monde, il est attendu du côté du Racing. On peut dire ça ? Ouais, c'est pas fait, mais c'était pas loin. Enfin, c'était dans les tuyaux. Il y a rien de sûr, mais voilà. Mais le contact existe. Alors, l'arrivée des grands noms du Sud, les saisons post-Coupe du Monde, c'est pas une nouveauté, mais ça commence à nous en faire beaucoup de grands noms qui rencontrent des fortunes diverses, comme on dit, de Jérôme Keno à Aaron Cruden, de Victor Vito à Ivan Guzan, de Johnny Wilkinson à Julian Savea. J'ai envie de dire, avec un peu d'originalité dans la formule, que le meilleur côtoie le pire. C'est bien, Romain, toutes ces stars pour nous ? Pour le top 14 surtout, parce que moi ça ne change pas grand-chose. Nos jeunes ne vont pas jouer. Disons que c'est une question piège, forcément. Maxime m'a coupé l'herbe sur le pied, mais ça pose évidemment la question de l'intégration des jeunes Français dans les équipes. Mais et les gifs alors, nos gifs. Voilà, exactement. Après, il faut voir... dans ces arrivées-là annoncées, il y a plusieurs profils. Il y a le profil de l'international star dans l'hémisphère sud, qui ne jouera plus avec sa sélection, donc il prend sa retraite et qui vient finir sa carrière loin de chez lui. Donc on a les... Milner Skudder. Voilà, même les Dan Carter à son époque et tout ça. Ben Smith. Et puis on a les joueurs qui ne sont plus appelés dans leur sélection et qui du coup viennent jouer en top 14. Donc là je pense à Julian Savea par exemple, qui était la star absolue de la Coupe du Monde 2015 et qui aujourd'hui traîne un peu sa peine à Toulon. Donc est-ce que c'est forcément une plus-value ? Ça dépend, il y a du très bon, du moyen, du très moyen. Est-ce qu'on est obligé d'avoir ces profils-là de joueurs dans les équipes de top 14 ? J'en suis pas toujours sûr. Mais pour la marque Top 14, pour le petit plaisir de Mourad Boudjelal, pour toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont indispensables au rugby français d'avoir des stars mondiales. Et on voit forcément qu'aujourd'hui, les présidents de Top 14 sont inquiets par rapport à la concurrence des Anglais, des Japonais. Donc c'est parce que le Japon aujourd'hui arrive à attirer des pointures que le Top 14 a attirées avant. Donc il y a un gros enjeu marketing derrière tout ça, donc c'est pas toujours une bonne chose pour le jeu, mais c'est une bonne chose pour la marque Top 14, donc c'est à voir selon les cas. Puis ça risque de se développer encore plus si la Ligue, comme on disait cette semaine, si la Ligue de rugby laisse la possibilité à chaque club du top 14 de recruter un joueur, c'est quoi, marquee player, marquee player. Donc voilà, c'est un joueur dont le salaire ne ferait pas partie du salary cap. C'est ce que les Anglais ont fait pour justement contrer un petit peu ce qui se passait en top 14, parce qu'à une époque, toutes les stars venaient en top 14 et très peu allaient en Angleterre. Ils ont trouvé ça, le marquee player, ce qui leur permet aujourd'hui de concurrencer les clubs français. Alors c'est sûr que s'il y a un marquee player, là... Les Mourad Boudjelal, Moed Altrad, Jackie Lorenzetti et compagnie, ça va être une nouvelle bataille de billets pour savoir qui va recruter qui, mais oui, il y aura d'autres arrivées s'il y a ce marquee player. Mais après, moi je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, c'est sûr même pour les médias, on va mieux vendre un match si on a un duel entre Reid et Keno, entre Savea et Milner Skudder, que je vais pas citer deux joueurs français pour pas être très... Voilà, je vais rester gentil. Pour continuer à les avoir en interview après. Voilà, exactement. Non, mais voilà, forcément. Alors après, on dit oui, Savea, machin, il marque plus d'essais, il est nul, il est pas bon, etc. Pourquoi pas ? C'est sûr que Mourad Boudjelal, quand il a recruté Savea, il s'attendait à autre chose. Après, quand il a recruté Wilkinson, il valait soi-disant plus rien. Et puis, 5 ans après, il termine après, sur... Wilkinson, c'était plus un pari que Savea, normalement. Et je sais pas, moi, je pense que Savea, c'est un pari. Ah bon ?
Savea, il était déjà sorti un peu du circuit All Black. Il était sorti du circuit All Black. Le sélectionneur lui avait dit c'est fini, je te prendrai plus. Donc le mec, il avait quoi comme choix? Continuer à jouer en Nouvelle-Zélande, ou Mourad Boudjal se dit tiens, il va plus être appelé par les All Blacks, donc je vais plus avoir le problème de la fédé du truc. Je tente le coup. Si comme Ashton, il me plante 25 essais sur la saison, c'est gagné. S'il me plante pas 25 essais, de toute façon, j'ai les télés, les journaux, les machins qui viendront pour voir Savea, ça fera un petit peu parler. Et puis s'il est pas bon, il repartira. Et puis tant pis. Alors, regardez Cruden à Montpellier, pour l'instant, le pari, il est perdant. Regardez Johan Goossen. Moed Altrad, il a fait des pieds et des mains pour l'avoir. Il l'a, pour l'instant, c'est pas terrible, mais qui nous dit que dans 2 ans, c'est pas lui qui offrira le titre à Montpellier? Mais bien sûr, n'insultons pas l'avenir, Max. Non, mais franchement, on sait pas. Parce que, mine de rien, Goossen, c'est quand même lui qui fait gagner le Racing quand ils sont champions en 2016. Sur la finale, ouais. Sur la finale et sur la saison. Il est élu meilleur joueur du championnat, devant Carter, devant qui vous voulez. Donc après, oui, forcément, vous allez recruter. Les 14 clubs il y a 10 All Blacks qui vont arriver. Il y aura pas 10, ce sera pas 10 joueurs qui vont traverser le terrain. Mais ça amènera du monde au stade, ça amènera du monde devant la télé, ça fera parler, ça fera peut-être vendre quelques maillots de plus. Je disais, c'est marketing aussi. Il n'y a qu'à Clermont qu'il n'y en a pas, parce que la star, c'est l'équipe. Et oui. C'est beau. On dirait un communiqué de presse. En fait, le problème du top 14, il ne se situe pas forcément au niveau des stars, mais plus au niveau des joueurs, de tous ces joueurs étrangers moyen plus alors ça, c'est pareil, c'est un débat, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais à mon sens qui bouche le chemin des joueurs français. On n'est pas dans un débat racial là-dedans, simplement je pense que c'est aujourd'hui le rugby français, l'équipe de France ne réussira à revenir à un bon niveau qu'en formant mieux ses joueurs, mais aussi qu'en les faisant jouer davantage, en donnant davantage de responsabilités avec leur club. Donc aujourd'hui, le top 14 a besoin de stars parce que c'est sa vitrine. Ça marche pas tout le temps, effectivement. Il a besoin de stars, mais il a aussi besoin de faire un effort supplémentaire dans sa formation, dans sa valorisation des joueurs français. Ça serait bien que tout le monde mette autant d'investissement dans l'achat de joueurs de renom, type Edzebet, type Cruden, type Carter à l'époque, que dans la formation. Si on arrivait à faire les deux, je pense qu'on arrivera à un meilleur équilibre. Parce que jusque-là, peu de joueurs français ont été réclamés par les Crusaders, par exemple. Non, ça fait longtemps, bizarrement. Ouais. C'est comme si la cote du joueur français avait baissé. Oui. C'est bizarre parce que les résultats de l'équipe de France, pourtant, sont excellents. Voilà. Mais moi, je pense que d'être au contact de joueurs comme ça fait progresser nos joueurs qui sont en équipe de France et nos jeunes. Après, c'est pareil. Il y a des joueurs qui sont dans des clubs et qui disent oui, il faut recruter, il faut que notre équipe se renforce. Et puis, dès que vous renforcez l'équipe, ils disent ah bah ouais, mais moi, je joue plus, alors je suis pas d'accord. À un moment, il faut aussi se regarder dans une glace. Soit vous voulez que l'équipe elle soit forte et qu'elle gagne des titres, mais dans ces cas-là, il faut accepter d'être en concurrence avec des stars mondiales. Ou alors, vous voulez jouer tous les week-ends dans une équipe de baltringue et gagner aucun match. Et voilà, il n'y a pas de problème. Je trouve un peu chafouin aujourd'hui. C'est vrai que... Alors, je vais être très clair avec toi. C'est un international français qui m'a dit exactement ça. J'ai repris à ma charge pour pas le citer, mais un international français m'a dit ça. Il me dit à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On dit qu'on veut des grosses équipes, des joueurs qui aient de la concurrence, machin, mais dès qu'on recrute 2 joueurs à notre poste, on dit on joue plus. Donc voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que
Demandez aux joueurs de La Rochelle s'ils n'ont pas progressé avec des Vito. Demandez aux joueurs de Toulon s'ils n'ont pas progressé avec des Wilkinson, avec des Ali Williams, avec des Bakis Bota. Je pourrais citer Sébastien Thiusbord qui faisait quasiment après chaque entraînement plein d'exercices en plus avec Wilkinson, etc. Je suis sûr qu'il a progressé. Damien Penaud a beaucoup progressé avec Aurélien Rougerie. Ouais. Non, mais et puis il faut aussi dire que c'est vrai ce qu'il dit, il y a des joueurs qui progressent au contact mais si on prend l'Irlande par exemple et le modèle irlandais, alors ils se sont nourris ils ont fait venir quelques étrangers coup par coup sur certains postes. À une époque, il y avait Juan Pinard, il y avait Rocky Elsom, il y avait mais aujourd'hui ils ont créé un système qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une masse de stars et de joueurs étrangers pour être vainqueur du tournoi de destination avec l'équipe d'Irlande, vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Leinster, vainqueur des All Blacks avec l'équipe d'Irlande. Et voilà, donc il faudrait qu'on arrive à un système où on puisse recruter des stars, mais aussi on ait une masse de joueurs français bien formés, bien amenés vers le haut niveau, qui permettent à la fois de gagner en club et en équipe nationale. Mais ça fait 1000 ans qu'on en parle. Oui, et puis on ne peut pas comparer, puisque leur Ligue Celt, il la joue pas. Donc, non, mais bien sûr, mais il y a quand même des points dont on peut s'inspirer peut-être, notamment sur la formation. Très bien. Eh bien, réfléchissons-y. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rollin qui était un peu chafouin, Romain Bergotte qui ne l'était pas et Alexandre Bardot. Merci à Jules Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.